Merci. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la troisième section et dernière section de ce colloque, le moderne et après. Nous avons le plaisir de recevoir pour cette première intervention de cette dernière section François Demant, donc, qui vient de Lausanne, et qui propose une intervention intitulée Entre littérature et peinture, la modernité comme effet de discours chez Ponge et Pollan. Merci. Bonjour. Je voudrais évidemment avant tout remercier Audrey Ribert, Pierre-François Moreau et Baptiste Chambranly pour l'organisation de ce beau colloque, dont le sujet comme le programme me semble particulièrement enthousiasmant. En effet, l'argumentaire de la présentation de ce colloque le rappelait bien, ce n'est pas tant une quelconque tentative de définition de la modernité, tâche sisyphéenne, qu'à une étude de la modernité comme topos et lieu commun discursif que nous étions conviés. Cette invitation à repérer et à analyser les stratégies lexicales, rhétoriques et discursives, en quelque sorte définitoires ou tout au moins assimilables à une modernité qui n'a de cesse que de s'autodéfinir, ne pouvait donc qu'intéresser le chercheur en littérature que je suis. Et c'est à pareille approche que je vais m'atteler en cet horaire de sieste, en abordant d'abord l'une des dimensions possibles de la modernité via le prisme des écrits sur l'art de Jean Pollan et de Francis Ponge, puis en proposant, à partir de cette analyse de cas, de s'attaquer au problème de la modernité en tant qu'effet de discours. Il me faut bien sûr préciser à quel titre ces deux auteurs figurent dans cette analyse. En effet, si ni l'un ni l'autre ne peut être défini en tant que promoteur acharné de la modernité ou de la rupture, comme pourraient l'être les membres de certaines avant-gardes, ni Pollan ni Ponge ne sont pour autant clairement anti-modernes ou réactionnaires en art. Ça marche ? Ça marche. Éditeur influent de la République des Lettres, Jean Pollan est connu pour avoir été le directeur de la Nouvelle Revue Française de 1925 à 1940, puis de 1953 à 1968. Proche des surréalistes dans sa jeunesse, il figure par exemple entre Paul Éluard et Benjamin Perret sur le célèbre tableau de Max Ernst au Rendez-vous des Amis de 1922 que vous avez sur la slide. Pollan était un écrivain reconnu en matière d'essais sur le langage, l'écriture et la critique littéraire, avec ses Fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres 1941. Toutefois, on méconnaît souvent le fait que cette figure essentielle de la vie culturelle française du XXe siècle a également publié plusieurs essais et textes sur la peinture moderne, dont Braque le patron, 1945, Fautrier l'enragé, 1949, L'art informel, 1962, ou encore La peinture cubiste, un peu plus tard. Sans doute plus connu, puisqu'il est l'un des principaux poètes du XXe siècle, Francis Ponge a lui aussi fréquenté le groupe surréaliste à ses débuts et a longtemps collaboré à la NRF. Son recueil le plus célèbre, pour le rappeler, est sans nul doute Le parti pris des choses, en 1942, qui entend renouveler notre perception du monde en sortant des topoi propres à chaque objet du quotidien, par l'exploitation poétique des mots comme matériaux textuels, aussi bien phoniquement que graphiquement. Dans ce recueil, déjà, sa proximité tant amicale qu'artistique avec Braque, Picasso et Fautrier ressort d'ailleurs fortement. Et c'est donc à la suite de Pollan, et somme toute assez tardivement, que Ponge se met à écrire sur la peinture. Son premier volume à ce sujet, Le peintre à l'étude, est publié en 1948, et un second recueil intitulé L'atelier contemporain, en 1977. La meilleure description possible de l'esthétique de Ponge et de Pollan serait peut-être celle, l'oxymore s'impose ici, d'un classicisme moderne qui aurait pris acte et incorporé un certain nombre de changements dans la conception esthétique de l'art, sans pour autant entretenir le culte exclusif de la rupture ou de l'avènement du nouveau. Le colloque de Cerisy-Lassalle de 1975 s'intitulait d'ailleurs Ponge, inventeur et classique. En effet, si Ponge est conscient de renouveler la manière d'écrire de la poésie, il se rattache explicitement à une tradition française. Son Pour Malherbe en 1965 en témoigne, et il en va grossièrement de même pour Pollan. Quoi qu'il en soit, plus que leur posture d'écrivain, c'est évidemment leur texte qui nous intéresse. Tous deux ont en effet écrit sur la peinture moderne, en évoquant des œuvres, des artistes et des problèmes esthétiques intrinsèquement liés à bon nombre de questionnements afférents à ce que peut être une modernité en art. Sans entrer dans le détail d'une matière abondante, je présenterai une synthèse de ce que Pollan et Ponge disent de la modernité en peinture, comme pratique et comme discours. De manière un peu injuste, je fonderai essentiellement mon analyse sur les écrits de Pollan, qui sont plus théoriques, en me servant toutefois de ceux de Ponge pour les compléter et parfois les nuancer. Dans La peinture cubiste, Pollan qualifie de façon synecdotique de cubiste toute la peinture moderne, puisque selon lui, je le cite, « c'est avec les cubistes que notre peinture, après tant de tâtonnements, fait la découverte qu'elle cherchait depuis 100 ans. » Pollan écrit d'ailleurs, je le cite à nouveau, « Les révolutions de la peinture nous bousculent à l'improviste et on ne les distingue qu'une fois passées.
Ainsi, s'il utilise l'étiquette de peinture cubiste pour évoquer le mouvement artistique qui lui semble moderne et qu'on nomme parfois l'école de Paris, ce serait simplement parce que Braque et Picasso sont les initiateurs de la révolution artistique majeure du XXe siècle. Si Ponge le confirme en expliquant, et je le cite, « c'est Braque qui, le plus puissamment avec Picasso, contribua à l'avènement d'un art nouveau », Paulhan précise de son côté, et je le cite, « il s'est passé dans la peinture aux environs de l'année 1907 l'événement du monde le plus extraordinaire ». Pour lui, l'invention du papier collé constitue, je le cite, une nouvelle machine à voir et représente le sommet d'une période artistiquement révolutionnaire courant de 1905 à 1913. Ponge, de son côté, ajoute, dans les papiers collés, il faut bien voir autre chose qu'une matière. Il faut y voir la critique de la peinture, il faut y voir le besoin d'appuyer le tableau à quelque chose d'indiscutable. Ce discours s'appuie néanmoins sur l'idée d'une évolution esthétique de principe, progressive mais radicale depuis le XIXe siècle. En effet, la modernité picturale s'efforcerait, selon Paulhan, depuis l'impressionnisme en tout cas, de se définir par l'abandon ou la négation des acquis artistiques du passé. Plus elle abandonnerait de techniques, plus elle se révélerait moderne. Aussi, selon cette thèse, je cite, « les peintres modernes commencent par le refus de tout ce qui, jusque-là, faisait peinture ». Selon ce postulat, il y aurait une différence notable entre une peinture classique, je mets tous ces termes entre guillemets, visant un certain idéal mimétique, et une peinture moderne qui privilégierait la recherche d'une vérité libérée des conventions illusionnistes du passé, ce que Ponge résume en une formule lapidaire, que je cite, « Au XXe siècle, les miroirs ont volé en éclats ». S'opposerait par là même, à rebours des enseignements de l'histoire de l'art, un réalisme pictural ancien fondé sur un idéal théorique de ressemblance apparente aux choses, et un réalisme moderne qui chercherait à atteindre l'essence des choses du quotidien d'une manière nouvelle et non conventionnelle. En définissant d'abord la modernité par ce qu'elle abandonne formellement et ce qu'elle veut détruire, Paulhan écrit, je le cite, « L'on admet en général que l'art moderne s'ébauche avec Manet, se précise avec Van Gogh et Cézanne, s'affirme avec les cubistes, et se trouve aujourd'hui représenté par les abstraits. Quant à l'aventure du peintre, il faudrait la caractériser par ses défauts, je veux dire les traits et les avantages dont il se prive. Des Manet, c'est la ronde bosse et le clair-obscur, des Van Gogh, le point de vue unique, etc. etc. Je saute la deuxième citation qui est dans le même esprit. Voilà pourquoi, en jouant sur la différence entre sujet de tableau et structuration plastique, Paulhan explique, je cite, « Les cubistes n'étaient pas des peintres qui dessinaient des cubes, ou des sphères ou des cylindres. Ils étaient les premiers peintres, depuis la Renaissance, à négliger dans leur composition cubes, sphères et cylindres. » En somme, la peinture moderne consiste, pour reprendre ces mots, je cite, en une vaste entreprise de démolition. Selon Paulhan, la peinture se voit ainsi privée par la modernité de ses moyens traditionnels, notamment ceux de la peinture à visée réaliste du Quattrocento et de la Renaissance classique à Florence et à Rome, soit, je cite, un ensemble de procédés ou, si l'on préfère, d'illusions. Illusion de la matière, illusion du volume, la perspective linéaire, etc., etc. Mais pourquoi pareil rejet ? Selon Paulhan, il y aurait à travers la modernité picturale, je cite, un nouveau réalisme qui se proposerait de nous reconduire aux choses elles-mêmes, vierges d'interprétation. Ponge précise quant à lui de manière révélatrice, je le cite également, « Voilà la définition des choses que j'aime, ce sont celles dont je ne parle pas, dont j'ai envie de parler et dont je n'arrive pas à parler. » Ainsi, les différences fondamentales entre classique et moderne reposeraient en leur vision divergente quant au traitement de la réalité par la peinture. Si la peinture classique respecte et conforte les schémas et structures communes de la perception et de la représentation du réel, la modernité, adepte de ce qu'on nomme l'estrangement, suite au formaliste Chomsky, redéfinit l'acte même de perception par son non-respect des normes d'un horizon d'attente, puisqu'il faut, avec elle, retrouver des structures dans un monde volontairement désarticulé et déformé. Paulhan ajoute d'ailleurs que si les tableaux classiques étaient, je le cite, parfaitement transparents, ils seraient pour nous comme s'ils n'étaient pas. Pire encore, la peinture classique, à force de conventions, de mécanique bien huilée, ne ferait même que le tableau d'un tableau, oubliant le réel à force de vouloir s'y référer en vertu de règles mystifiantes. Or, comme le remarque Paulhan, en plus d'être trompeuse, l'habitude est ennuyeuse. En reprenant une formule de Braque, Paulhan ajoute que, pour les modernes, je cite, « peindre n'est pas dépeindre », puisqu'avec la modernité, l'opacité constitue en quelque sorte la pierre de touche du réel, puisqu'elle propose au regard une simplicité étrange et néanmoins insondable, divisible en 1000 aspects.
Peut-être influencé par la phénoménologie française, Pollan se révèle surtout séduit par la dimension tactile et sensorielle de l'art qui lui est contemporain. De cela, les ekphrases de ses essais sont révélatrices, se montrant ainsi très réceptif à l'expérience artistique d'une sorte de pure évidence sensible qui suspendrait tous les concepts esthétiques préexistants. D'après Pollan, la différence entre ce qu'il appelle peinture classique, soit toute la peinture préexistant à Cézanne et Manet, et la peinture moderne, repose avant tout sur un changement de mentalité et d'époque. Je cite, « Il est des époques heureuses, où l'artiste n'a souci que d'embellir la vie et de veiller à ce que nous apercevions clairement du monde toutes les grâces et les charmes, les passages divins. Sa tâche est alors de pure illustration. Il peut en toute quiétude s'inquiéter de noblesse ou de beauté, d'esthétique. Mais tout se passe comme s'il était aussi d'autres époques plus sombres, où l'existence même du monde se voit par l'homme mise en doute, où il s'agit moins pour nous de trouver au monde 1000 vertus que d'y croire comme une brute. Des périodes infortunées où le peintre et l'homme de la rue se demandent ce qu'ils ont bien pu venir faire sur terre, et d'abord s'ils y sont vraiment. C'est alors que le tableau cesse d'être une illustration pour devenir défense, peint au lieu de dépeindre et produit au lieu d'embellir. » Or, Ponge explique de son côté, non sans rappeler la crise de l'esprit de Paul Valéry, je cite, « Nous savons depuis peu, et voilà qui est essentiellement moderne, comment naissent, vivent et meurent les civilisations. » Et il ajoute, « Les Indes... » Les indices de l'ère nouvelle. Super, merci. Je cite, « Les indices de l'ère nouvelle se trouvent surtout dans la peinture de l'école de Paris depuis Cézanne et dans la poésie française des années 70. Il semble seulement que la poésie soit un peu en retard maintenant sur la peinture parce qu'elle a donné moins d'œuvres construites, résonnant par leur seule forme, mais nous nous en occupons. » La fonction de l'art, d'après ces citations, devrait donc dès lors être de nourrir l'esprit de l'homme en l'abouchant au cosmos. C'est une citation de Ponge. Or, quand Pollan précise qu'il appartient, je le cite, à la peinture de ramener sur nos mains et sur notre figure la fraîcheur d'un monde perdu, Ponge affirme que les artistes, je le cite, changent la demeure humaine. Dès lors, il reviendrait à l'art, je cite à nouveau Ponge, de nous réconcilier avec le monde par un retour de la peinture aux choses et à un espace évident, indiscutable, en tentant d'aller au plus près de l'ordre pré-réflexif et pré-conscient du réel. Pollan explique en effet, je le cite, « Les peintres d'un commun accord se sont mis dès 1800 à préférer à la beauté la surprise, la déformation, le caractère. Pour une excellente raison, c'est que la beauté semblait devenue trop facile, à la portée de tout le monde, comme un art d'imitation. Les règles qui la composent, les recettes qui lui donnent son piquant, la blessure même qui la rend touchante, tout cela se trouvait si bien établi qu'il suffisait d'apprendre une technique et de l'appliquer, autant dire les yeux fermés. » Je crois qu'il faut accorder à cette formule « les yeux fermés » toute son importance. Pour les modernes, même les plus fidèles ou les plus beaux des portraits, je cite, ne sont pas ressemblants parce qu'ils s'appuient sur des recettes, des procédés et des moyens qui n'ont qu'une vérité fragile qui tient à nos idées, à notre imagination, bref, dont rien ne nous garantit la vérité. À la suite de Bergson et peut-être également d'Erwin Panofsky, Pollan défend le fait qu'une idée, je le cite, est un type préconçu sur lequel il est trop facile ensuite de calquer la réalité. Or, si les modernes se méfient des idées, c'est parce que l'idée n'est pas longue à devenir recette et implique une mécanique de réduction, de calque, dont la répétition ferait perdre sa valeur à l'astuce technique. Le moderne à qui le réel paraît déformé par les schèmes perceptifs communs craint que l'abstraction de l'idée ne remplace la perception brute des choses par un reflet trompeur, solipsiste et idéalisé. Je cite Pollan, « Il serait peu que la peinture classique simplifiât arbitrairement la réalité, la réduisit à des schèmes, à une ossature, la privât de son détail imprévu, de ses nuances, de ses surprises. Il semble qu'elle tende à la remplacer, qu'elle se suffise à elle-même sitôt formée. Ainsi, les idées tendent à nous couper des choses, elles forment une sorte de monde clos qui se suffit à soi-même à l'écart de la réalité. » Partant, la perspective si essentielle à la peinture classique ne serait qu'une construction de l'esprit réduite à mimer l'espace visible, à quoi il ne faudrait pas réduire le réel, ce que Pollan critique, je le cite, la vieille peinture avec ses points de fuite et de distance, sa ligne d'horizon, bref, sa perspective se fondait sur un événement banal, c'est qu'un objet éloigné nous semble plus petit qu'un objet voisin. Argument assez étrange. Or, selon le paradigme moderne, peindre selon les règles classiques reviendrait, je le cite, à substituer aux choses des définitions, et ainsi s'esquisse le fantasme d'une totale sincérité consistant à s'unir à la réalité en esquivant toute idée distincte qu'on pourrait en former.
Mais la modernité ne se définit pas chez Paulan uniquement par ses rejets et ses ruptures. Une allusion de pipe de Picasso ou une ébauche de caisse de Braque renouvellerait de manière positive la perception du réel, formant ainsi une conception de l'espace résolument neuve vis-à-vis de la tradition picturale européenne. Pour lui, la peinture moderne représente donc une invitation qui nous oriente de manière neuve vers les objets les plus communs, plutôt qu'elle ne nous les donne à voir. Ainsi, selon Paulan, le défaut des tableaux usant de la perspective classique à 3 dimensions, je cite, est qu'ils montrent moins le monde qu'un ensemble de partis pris touchant le monde, moins les objets que notre idée des objets. En d'autres termes, la perspective classique prend, je le cite à nouveau, contre les choses, le parti de leur apparence, alors que les cubistes, par exemple, essayent quant à eux de nous donner, je cite à nouveau Paulan, à voir les objets de tous les côtés à la fois. C'est donc en reprenant le titre du recueil de Ponge que Paulan indique que l'art moderne se caractérise, je cite, par le parti pris des choses. Apparaît ainsi à diverses reprises dans les écrits sur l'art de Paulan, contre l'abstraction de l'espace euclidien et la perspective, le rêve d'un espace cubiste, plus instinctif que rationnel, où primerait une dimension non visuelle. Paulan écrit ainsi, je cite, qu'avec les tableaux modernes, le toucher prend le pas sur la vue, l'espace tactile sur l'espace visuel. Et Ponge souligne également de son côté que Braque restitue notre espace tactile et précise qu'avec le cubisme naît une figuration nouvelle de l'espace. Ainsi, l'art moderne serait en effet là pour nous révéler, je cite Paulan, une réalité que nous étions à chaque instant en grand danger de perdre, en créant un espace brut, une étendue qui va de soi, notamment par l'usage des papiers collés qui auraient pour mission chez Braque ou Picasso de créer dans la toile la perspective et l'espace sans aucun artifice. Finalement, l'art moderne révélerait ainsi, selon la belle formule de Paulan, je cite, un espace sensible au cœur, qui prend en nous une autre place, plus sacrée que l'ancien plaisir esthétique, procuré par les œuvres classiques et leur vraisemblance. Ponge appuie ce constat lorsqu'il évoque l'esthétique du choc et de la surprise propre aux œuvres modernes, qui doivent, je le cite, avant tout bouleverser un peu cette partie de moi-même qui n'a pas encore changé. Il précise encore, la fonction de l'artiste est ainsi fort claire. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. Réparateur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du compotier, tel est l'artiste moderne. De sorte qu'il faut ainsi penser à Picasso, Dubuffet, Giacometti, Fautrier, œuvrant, je cite, à nouveau Ponge, dans ce monde de l'absurde et de la révolte, de la destruction et refonte des valeurs, où l'individu se sent à la fois amenuisé au maximum et serré sur lui-même, qu'on Ponge écrit, je le cite à nouveau, chez Braque, c'est tout notre monde qui se répare, qui se remet à fonctionner. Il frémit et quasi spontanément se remet en marche, il résonne, la réconciliation a lieu. Alors on l'a vu, on l'a brièvement vu, en ce qui concerne l'art pictural moderne, les conceptions de Ponge et de Paulan s'accordent et se complètent assez parfaitement, et sans doute leur discours sur la peinture n'a-t-il pas un immense intérêt en soi, ni une grande originalité. On relèvera par contre que Ponge et Paulan inventent chacun des dispositifs textuels originaux pour évoquer cet art muet qu'est la peinture. En répondant à la question de savoir s'il y a des mots pour la peinture, il crée un genre nouveau d'écrit sur l'art, dont le mode d'énonciation fragmentaire doit beaucoup au collage cubiste. Par un quadrillage énonciatif diariste chez Ponge ou par la pratique fréquente de l'épanorthose chez Paulan, le texte tente de pallier l'immobilité apparente de la matière picturale par la mobilité toujours tâtonnante de sa parole qui, contrairement à la peinture, se construit dans le temps de la lecture. Car tel est selon eux le travail de l'écrivain, choisir les mots que les peintures ne disent pas et écrire malgré tout. Ponge et Paulan dressent par ailleurs souvent un parallèle entre la peinture et la littérature moderne. Lorsqu'on les met en regard, c'est pourtant sur ce point que se distinguent leurs analyses respectives. Ponge évoque effectivement ces arts avant tout en tant que pratique, sa fascination pour l'atelier d'artiste en témoigne, consacrant ainsi bien des passages aux différences de moyens, d'outils et de matières entre ces deux arts. Malgré tout, le peintre et l'écrivain ont pour lui une fonction analogue, donner une forme à une matière, et si possible une forme nouvelle, qui sorte des codes traditionnels et des lieux communs des représentations du passé. Face à la crise du modèle imitatif de la mimésis, les artistes seraient ainsi unis dans l'urgence moderne de renouveler et débanaliser le quotidien, ce qui n'est d'ailleurs pas sans faire songer au travail poétique de Ponge lui-même. De son côté, Paulan, qui n'est pas poète, considère la situation d'un œil un peu différent, comme le révèle sa critique de la modernité littéraire. Grâce à une méthode associative, il établit une distinction d'un ordre plus conceptuel qu'historique entre la peinture et la littérature des modernes et celle des anciens.
projetant ainsi la dispute philosophique idéalisme-réalisme sur l'histoire de l'art et de la littérature. Dans son ouvrage intitulé Les fleurs de Tarbes, dont je vous ai parlé auparavant, Paulhan défend l'idée que la modernité littéraire, au moins depuis le romantisme, n'a eu de cesse que de se définir, en plus de sa prétention à la nouveauté et à la singularité, par sa misologie, soit sa méfiance envers le langage en tant que moyen de représentation du réel et de la pensée. Ainsi, les avant-gardes misologues doutent de la transitivité de l'expression verbale et désespèrent de l'écart existant entre le réel et le langage. Le misologue entretient donc un art littéraire fait de refus, celui des lieux communs du langage, des clichés, bref, du déjà écrit. Or, ce refus le mènerait à rêver d'absolue nouveauté ou de destruction et de silence. L'écrivain moderne aspire donc, je cite Paulhan, à une autre syntaxe, une grammaire nouvelle et jusqu'à des mots inédits où revivrait l'innocence primitive et je ne sais quelle adhésion perdue du langage aux choses du monde. Mais Paulhan remarque que cette méfiance envers le langage n'empêche paradoxalement pas les écrivains misologues de continuer à écrire et ne modifie pas radicalement leur pratique d'écriture. La misologie est ainsi, selon Paulhan, l'une des marques du discours nihiliste qui institue la modernité en littérature par la négation des modèles établis, mais guère davantage. Or, on devine que la peur du déjà écrit en littérature, si elle se révèle définitoire d'un discours moderne plus que d'une pratique réelle, est comparable à celle du déjà peint en peinture. Dans ses écrits sur l'art, Paulhan explique que les avant-gardes picturales et littéraires partagent une dynamique commune, à tout le moins dans leur discours de rupture. Il indique ainsi, je cite, que de nos jours, s'il convient de rompre avec toute idée des choses, l'écrivain comme le peintre exige de s'unir à elles par un acte de pur amour, d'épouser leur rythme, de les vivre. L'argumentaire moderne de rupture totale, que Paulhan dissocie bien des pratiques artistiques réelles, repose ainsi sur un discours commun, prônant l'avènement d'une approche renouvelée du réel en art et d'un abandon des acquis techniques. Mais au fond, il ne s'agit selon lui que du remplacement d'une rhétorique et de ses règles par une autre. Ainsi, s'il y a une certaine continuité entre les écrits de Paulhan en ce qui concerne la littérature et l'art moderne, elle réside dans la prise en compte du versant discursif de la modernité, étrangement omis par Ponge, peut-être parce qu'il y participe plus directement, c'est-à-dire de la rhétorique de rupture et de nouveauté qui lui est propre, quand bien même les choses ne sont pas si simples ni si tranchées dans la pratique. La modernité en littérature comme en peinture se définit donc selon Paulhan par une rhétorique prônant un retour au réel. Mais ce réel, en tant qu'objet de discours, n'est jamais qu'un miroir de ce mire qui veut. Si, comme l'écrit Jean-Luc Nancy, que je cite, « art veut toujours dire non-discours ou hors discours », Paulhan se joue de ce mutisme en le mettant en relation avec ce que le fantasme artistique moderne de nouveauté produit inéluctablement, des discours l'expliquant et la légitimant. Paulhan, qui tente de renouveler le genre de l'écrit sur l'art en évitant les travers de la critique de son temps, relève, je le cite, qu'il est si malaisé de parler des œuvres d'art avec des mots qui sont trop lourds et frappent comme des pavés, trop lourds, frappent comme des pavés, assommant tout ce qu'il touche, qu'il ne reste qu'une solution, je le cite, non plus écrire sur la peinture, mais d'écrire la peinture, avec un D apostrophe. Ainsi, à Dubuffet, Paulhan confie, je cite, qu'un morceau de critique d'art doit être d'abord lui-même une œuvre d'art. L'ensemble de son essai La peinture cubiste peut d'ailleurs être vu comme une façon de papier-collé littéraire où se mêlent des citations et des paraphrases de critiques d'art, de philosophes, de peintres, des proverbes d'atelier, des références littéraires transtextuelles, des récits à fonction d'apologue, ou encore des mises en scène de conversation. En tentant de mettre en évidence la composante discursive de la modernité dans ses propres écrits, il explique d'ailleurs, je le cite, « C'est courant de se moquer des manifestes théories dont s'accompagne la peinture moderne. Mais enfin, les tableaux modernes se trouvent à notre disposition. Ils sont nos compagnons, ils sont nos voisins. Il nous faut vivre avec eux, si obscurs qu'ils soient ou absurdes, et nous épuisons nos efforts à les comprendre. Et que nous font-ils donc entendre qui ne se laissent pas dire? La question vaut au moins d'être posée. » Plus que des œuvres qui lui sont contemporaines, Paulhan se méfie donc d'une modernité qui se sait et se déclare moderne. La modernité est ainsi perçue comme étant avant tout une prétention à la modernité, de sorte qu'il ne s'attache que lorsqu'il s'attache à ce qui pourrait être la modernité picturale ou littéraire, c'est ainsi avant tout par ses discours. Selon Paulhan, je le cite, les méthodes en peinture ne proposent jamais qu'une rhétorique. En effet, il se rend compte qu'avec le discours de rupture des modernes, je le cite à nouveau, une rhétorique nouvelle se vient ainsi substituer à la perspective, rhétorique tout entière tournée vers la surprise et le spontané, mais non moins stricte, non moins exigeante que l'autre. Autrement dit, Paulhan constate l'installation progressive d'une tradition de la négation et d'une rhétorique qui propose sans cesse, je le cite, ce qu'il appelle un nouveau réalisme.
En effet, depuis la seconde moitié du XIXe siècle au moins, l'invention serait ainsi avant toute chose un fait de discours, en littérature mais aussi en peinture, de sorte qu'il ne serait pas d'invention sans une énonciation qui la prenne en charge et l'institue performativement en tant que telle. L'opposition du moderne au classique se résumerait ainsi en partie chez Paulhan à une construction discursive qu'il s'agit de circonscrire et en partie de déconstruire. En exposant une partie de la réflexion esthétique de Paulhan et en utilisant pour la compléter celle de Ponge, cette intervention a pour but de rappeler l'importance de la dimension discursive de la modernité. En effet, si Aragon se posait la question dans son introduction à 1930 de savoir ce qui est moderne aujourd'hui, il semble que, plutôt que de s'interroger sous un angle essentialiste, il importe surtout de souligner, et c'est aussi Aragon qui l'écrit, je le cite, qu'il y a des mots qui possèdent pendant un temps variable une puissance incantatoire. Assurément, celui de moderne en fait partie. Or, plutôt que de se demander ce qu'est la modernité, il me semble plus riche de se demander ce qui fait moderne, à un certain endroit et à un certain moment, c'est-à-dire ce qui provoque un effet de modernité. Puisque la modernité peut être de nombreuses choses à la fois, tant d'un point de vue disciplinaire, linguistique, esthétique qu'historique, il importe d'observer les usages du terme et du concept de modernité autant que les pratiques qui, au gré des points de vue et des définitions, la constitueraient, voire même l'institueraient. Duchamp l'avait déjà supposé en soulignant l'importance constitutive du regard sur l'art, de sorte que tout ce qui touche au moderne semble appartenir à ce que Aragon appelle un langage relatif. Comme le souligne Antoine Compagnon, que je cite, « Moderne, modernité, modernisme, ces mots n'ont pas le même sens en français, en anglais et en allemand. Ils ne renvoient pas à des idées claires et distinctes, à des concepts fermés. » Il semble donc que l'on puisse s'autoriser à parler des modernités au pluriel, l'étiquette recouvrant de multiples réalités. Ainsi que l'écrit Henri Meschenich dans Modernité, modernité, je le cite, « Pour chaque date, chaque limite, une stratégie, un enjeu. La modernité est le terrain d'un travail du sens dont il n'y a peut-être pas d'équivalent. » Ainsi, lorsque Pierre Bourdieu traite de l'avènement de la modernité en peinture par le biais d'une analyse esthétique dispositionnaliste dans Man et une révolution symbolique, 2013, il n'est finalement pas dit autre chose à propos du discours des écrivains sur les œuvres d'art. Je le cite, « Il s'agit au fond de produire une nouvelle forme de croyance. » En sortant des particularismes disciplinaires et historiques et en parlant d'effets de modernité à la suite de la lecture de Paulhan, cet exposé propose de se poser la question de la fonction plutôt que de celle de l'ontologie, puisqu'un objet moderne, tel que pensé par son créateur, peut être reconnu tel à certains moments et non à d'autres, ou encore selon certaines définitions et non avec d'autres. Autrement dit, si une œuvre, l'un de ses éléments ou un ensemble d'œuvres peut sembler moderne, c'est toujours en fonction d'un accompagnement discursif supplétif, par exemple de la part de son créateur ou d'un écrivain. D'un point de vue historique, une œuvre peut être innovante et originale en apportant un élément, une pratique ou une technique nouvelle, le collage ou le montage par exemple, mais elle ne peut sembler moderne que grâce à un discours la catégorisant comme telle, c'est-à-dire la faisant fonctionner comme telle d'un point de vue sémiotique. C'est aussi, me semble-t-il, ce que signifie en partie Meschenich lorsqu'il écrit, je le cite, que la modernité est une fonction du langage, du discours. La question se pose alors de différencier les types de discours sur la modernité, car un discours critique fait a posteriori ne partage pas les mêmes enjeux qu'un manifeste contemporain de l'œuvre, etc. Toutefois, en dernière initiative, c'est bien le récepteur qui reconnaît ou non à l'œuvre une qualité telle que la modernité. Mais cette idée n'est pas nouvelle et nous avons vu que Paulhan lui-même soulignait en son temps l'importance de distinguer les pratiques et les œuvres, des discours sur les pratiques et les œuvres. Pourtant, Ponge, avec qui il partage bien des intuitions, ne semble pas sensible à l'aspect discursif de la modernité, et Paulhan lui-même souligne davantage la modernité, le discours de la littérature que celle de la peinture. Chacun est donc attentif à des éléments différents selon des configurations qui lui sont propres. De fait, il me semble que les 5 paradoxes de la modernité relevés par Antoine Compagnon dans son ouvrage de 1990 la définissent comme étant contradictoire justement parce que ces paradoxes reposent plus que sur des œuvres elles-mêmes, sur une analyse de discours moderniste, au sens discursif que le suffixe du mot déploie, par sa consonance idéologique, qui suppose un geste actif d'autopromotion, comme dans tous les termes en isme, et par là même implique l'idée d'un discours en faveur de la modernité comme valeur. Ainsi, quand Meschenich définit le modernisme de manière non historique, je le cite, comme pointe représentative de la modernité, c'est bien parce que, considéré d'un point de vue discursif uniquement, ce terme implique une dimension polémique et que l'effet de modernité provient d'un discours articulé à une ou plusieurs œuvres. Il écrit ainsi lui-même, je le cite, « Modernité, modernisme, un caractère et son excès ».
De ce point de vue, une œuvre peut être qualifiée de moderniste au sens discursif préalablement défini, parce qu'elle proclame sa propre modernité par un métadiscours. Mais dans le cas où la critique ne relèverait que bien des années plus tard le caractère innovant d'une œuvre d'un point de vue esthétique, l'absence d'un métadiscours accompagnateur de rupture avec le déjà fait, qu'il soit d'ordre polémique, programmatif ou catégorisant, la distinguerait de ce point de vue d'une œuvre moderniste, au sens discursif du terme. Il ne s'agit pas de nier qu'il existe des différences et des changements objectivement constatables, car le nouveau peut réellement être nouveau, mais plutôt de remettre à sa juste place le rôle essentiel de la théorie et des programmes pour penser une modernité qui est souvent surconsciente de son historicité, sans que cela ne garantisse quoi que ce soit en ce qui concerne les pratiques qui y sont associées. Ce que souligne Compagnon, je le cite, comme Baudelaire ou Manet ou encore Cézanne, les premiers modernes le furent malgré eux ou à leur insu. Ils ne se pensaient pas révolutionnaires ni théoriciens. Manet voulait refaire Giorgione, Cézanne refaire Poussin, refaire était leur mot d'ordre, non pas faire nouveau. Dans la perspective de Compagnon, le concept discursif de modernité repose sur une représentation langagièrement dualiste qui crée des couples contradictoires qui s'opposent tout en se chevauchant. Je le cite, ancien et moderne, classique et romantique, tradition et originalité, routine et nouveauté, imitation et innovation, évolution et révolution, décadence et progrès, etc. Car s'il existe un récit orthodoxe de la tradition moderne, qui repose sur une intention apologétique ou téléologique, c'est celui des avant-gardes historiques et des critiques formalistes. Or, il ne faudrait pas confondre, écrit Méchenique, l'art avec l'histoire de l'art, car, et je cite toujours Méchenique, l'art réduit à une série de mouvements, à des ismes et vidé de ce qui fait l'art. Ce qui est assez ontologique, on est d'accord. En effet, je le cite toujours, moderne et contemporain sont des notions du discours, non de l'histoire. Chaque archéologie de la modernité, chaque modernité implique donc la reconstitution d'un vocabulaire et d'une rhétorique historique et historicisante, observable d'un point de vue interdiscursif, car, comme le note Méchenique, je le cite, les jeux de langage avec la modernité sont emmêlés. Il s'agit donc de peser les mots et en quelque sorte d'en défaire les jeux et les attaches consacrées, à l'instar de Roland Barthes qui appelait dans un article de 1960 à la constitution d'une histoire de l'idée même de littérature. Peut-être faut-il souhaiter aujourd'hui l'ébauche d'une histoire discursive de l'idée de modernité. Je vous remercie.